Je m'appelle Sophie Tchendrebeogo, épouse Ouedraogo. Je suis née le 24 mai 1973 à Yako. Et Yako est la province du Passoré, au Burkina Faso. Et j'ai fait mon école primaire à l'école Kansobungo Garçon de Yako. Et depuis l'âge de 16 ans, depuis l'âge de 7 ans que j'ai été inscrite à l'école. Et j'ai poursuivi mon collège à 92 km de Yako et à la Sainte-Monique de Koudougou et mon lycée à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, au lycée technique Charles Lavichiri. Et après l'obtention du bac, il fallait chercher le boulot. Et c'est là que j'ai commencé une carrière d'institutrice en 1999. Et mon premier poste fut à Piscila, dans la province du San Matenga. Et après, j'ai été affectée à Koudougou. Et de Koudougou, j'ai été affectée encore dans les Iros. Et après, je suis revenue encore à Koudougou. Et avec la proximité de l'université, j'ai choisi de reprendre mes études en tant qu'étudiante salariée dans le département de la psychologie, parce qu'il fallait tenir compte aussi de l'offre qu'il y avait sur place. Et en 2011, j'ai demandé à venir ici pour poursuivre mes études. Donc voilà pourquoi je suis là. Pourquoi ici? Parce que, pour l'Africaine que je suis, et burkinabé, je dirais que la France représente pour nous le lieu par excellence du savoir et de la connaissance. Et on a rêve de pouvoir venir apprendre ici. Et la Corse spécifiquement pour moi, c'est parce que ce fut la première région française que j'ai visitée en 2007, puis en 2009. Et j'ai trouvé que la région, elle était vraiment magnifique. Les montagnes, les plages, pour une du Sahel, vraiment c'est magnifique. Et il y a eu ça, et il y a eu l'histoire. J'ai regardé sur le site de l'université où une place était accordée aux étrangers. Et je me suis dit que c'est sûr qu'ici, avec beaucoup de calme et de sérénité, je pourrais atteindre mes objectifs, à savoir apprendre dans le département de la psychologie d'abord, parce que j'étais déjà en psychologie au Burkina. Et une fois sur place, j'ai vu que je pouvais continuer dans ma carrière avec le département de sciences de l'éducation. C'est pour ça que je suis actuellement en master gestion de la diversité, parce que c'est une continuité pour moi dans ma profession. Je commencerai par situer le Burkina Faso, qui est l'ex-Haute-Volta. Et c'est un pays un peu enclavé, sans débouchés maritimes, comme je l'ai dit, parce qu'on est à l'ouest de l'Afrique et entouré par d'autres pays, tels que le Mali, qui recouvre tout le nord du Burkina. Et au sud, on a le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire. Et à l'est, on a le Niger. Et il y a le Ghana au sud aussi. Donc, le Burkina est situé à ce niveau-là. Donc, maintenant, la diversité qui compose le Burkina est une réalité, parce qu'il y a plusieurs groupes ethniques portés par différentes cultures. Et cela se vit presque à chaque coin de rue.
surtout dans les villes, et où on croise toujours d'autres ethnies, où à travers le parcours, par exemple moi, à travers mon parcours personnel, j'ai cohabité, j'ai travaillé avec des gens d'autres ethnies. Et chez nous, on fait comme ça. Dans mon village, on fait comme ça. Et moi aussi, je dis dans mon village, on fait comme ça. Mais l'identité burkinabé, et je peux dire que elle peut être particulière. Toute cette diversité converge vers une unité, identitaire. Parce que on arrive ensemble à faire quelque chose. Par exemple, les familles à plaisanterie, les parents à plaisanterie. Entre les Moussi et les Samo, il y a une sorte comment je vais dire ça, de règles de jeu qu'on peut se dire tout ce qu'on veut sans que ça ne se dégénère à autre chose. Ainsi de suite. Et les Peuls aussi et les Boaba, c'est comme ça. Donc ça fait que on reste ensemble, on reste soudés. Et ce patriotisme est comme culturel chez nous, hérité. Voilà, on nous apprend à être ensemble avec les autres. Tout est négociable entre les ethnies. Et depuis, avant la colonisation, les peuples vivaient ensemble. Mais après, l'Afrique devrait se reconstruire après cette colonisation. Donc, il y a eu des études qui ont été menées et on a vu que les différents groupes ethniques avaient leur mode de vie, mais ils cohabitaient sur un même territoire. Et à mon sens, jusqu'à présent, cette cohabitation n'a pas généré des difficultés. Au contraire, les uns s'enrichissent des autres. Une possibilité tangible comme ça, je dirais non. Parce que l'arrivée de ces colons, leur implantation est toujours, même s'ils ne sont plus là, ils ont laissé des traces, comme la langue que je parle. Et depuis 7 ans, par exemple, je fréquente l'école française, comme on l'appelle chez nous, l'école des Blancs. Donc, j'ai acquis la langue. Si je fais la différence avec mon âge actuel, ça fait plus de 30 ans que je côtoie cette langue. Et côtoyer une langue, c'est côtoyer la culture aussi. Donc, cette culture est venue, je dirais, nous enrichir à un certain niveau. Et sûrement, comme il n'y a pas d'avantage sans inconvénient, c'est venu teinter autre chose. Donc, c'est une autre couleur, voilà, à la couleur initiale, avant la colonisation. Que c'est un état, dans la pratique, monolingue, parce que c'est le français qui a été officialisé comme la langue officielle du Burkina Faso. Donc, l'administration et la juridiction, et presque dans tous les autres secteurs de la vie sociale, et c'est cette langue qui est utilisée et valorisée. Maintenant, les langues comme le Moré, le Dioula, le Fulfundé, le San, le Nouni, le Lélé, toutes ces langues peuvent acquérir le statut de langue nationale. Ils en ont, et il y a une procédure pour officialiser ces langues. Par exemple, dans l'enseignement actuellement, dans l'enseignement bilingue, on utilise 8 langues nationales pour l'enseignement. Et selon les régions et selon la demande de la population. On ne peut pas refaire l'histoire. Donc, actuellement, moi je pense que c'est une ouverture pour nous au monde. La preuve, en voici, je suis là. Et rien qu'en termes de communication,
j'étais rassurée parce que le terrain est balisé par ma seconde langue. Et d'un autre côté, travailler à valoriser les autres langues pour qu'on puisse avoir, comme me disait quelqu'un ici, juste une égale considération des langues. Moi, je suis pour ça. Et depuis que je suis là, pour avoir enseigné, avoir été élève dans une autre langue que ma langue maternelle, et pour avoir enseigné cette langue étrangère qui est ma seconde langue maintenant, que je ne peux plus dire étrangère, et je vois que c'est une nécessité pour nous d'enseigner les deux langues. Même si on ne le fait pas de façon formelle, de façon informelle, la langue locale vient dans la classe, intervient à tout moment. Surtout dans les classes de CP, j'ai tenu le CP et il y a des moments où on est bien obligé de parler dans sa langue pour que les enfants comprennent ne serait-ce que les consignes, le message qu'on veut faire passer, et après viendra les répétitions. Et juste on répète, et si on ne comprend pas. Et actuellement, je pense que les études au niveau psycholinguistique et psychologique montrent qu'il n'y a que des avantages pour quelqu'un qui est élevé dans un milieu bilingue. Ça n'en dérange pas les apprentissages, ça n'handicape pas, ça ne handicape pas les apprentissages, et ce n'est qu'une aide pour l'enfant. Mon enfant n'est pas dans une école bilingue, et pourtant, je devrais le faire parce que je ne comprenais pas aussi. Donc j'étais moi aussi dans cette façon de voir la langue seconde comme la langue de la réussite sociale, de la promotion, la langue qui nous permet de gagner notre pain. Et chacun travaille pour améliorer ses conditions de vie. Le paysan au village se dira pourquoi aller à l'école apprendre encore le moré. Souvent on le dit, pour aller où? Tu apprendras le moré, c'est pour aller où? On apprend le français pour aller ailleurs, pour sortir. Celui qui apprend le français a des perspectives de sortir du pays ou de gagner sa vie avec le français. Mais le moré, ce n'est pas le cas. Mais moi, je dirais que c'est une question de représentation et une question de politique linguistique qui favorise une langue par rapport à d'autres. Or, les linguistes disent qu'une langue est égale à une langue. Il n'y a pas à dire que celle-là, elle est plus importante que l'autre. Disons que c'est nous les hommes qui investissons une langue, celle-là supérieure à d'autres ainsi, et toutes les considérations que cela peut comporter. Depuis 2011, septembre 2011, j'habite Corté, qui porte l'université de la Corse, et je suis logée au Crous. Et c'est un véritable lieu de rencontre, voilà, des étudiants internationaux et des étudiants qui sont en France ici, les nationaux, et plus particulièrement les étudiants corses. Je peux organiser, il y a le temps des cours, où on est en classe, il y a l'échange avec les professeurs selon le thème étudié. Et après les cours, comme loisir, par exemple, moi, Sophie, je dirais que j'aime souvent rendre visite aux étudiants, à mes camarades étudiants qui sont là. Et nous, deux fois, on organise ce qu'on appelle l'arbre à palabres. Et on l'a transporté en Afrique jusqu'ici, qui nous permet de retrouver ces parlers africains. Et, comme je dis, le goût, parce que souvent ça s'accompagne d'un riz au sumbala, par exemple le kalro, que
les autres partages avec qu'on a en commun avec le Mali, le Sénégal et le Burkina. Et les histoires qu'on se rencontre, qu'on se raconte. Chez nous, c'est comme ça, chez vous, c'est comme ça, ainsi de suite. Par exemple, il n'y a pas un mois, on a eu un événement, un étudiant qui devrait se marier. Et il a tenu à ce que, de là, on vive l'événement qui devrait se passer au Mali. Donc, il nous a regroupés et on a vécu l'événement ensemble à notre façon. Et comme ça se ferait en Afrique. En tout cas, moi, j'ai apprécié. C'était beau, c'était magnifique. Maintenant, ici, en Corse, moi, vraiment, très personnellement, je vais vers les gens. Donc, j'ai eu à rencontrer des amis. Et surtout que j'ai eu une carrière professionnelle au niveau de l'enseignement. J'ai travaillé beaucoup avec l'école Sandrès, plus précisément avec Marie-Laine Menozzi et avec la conseillère Pascal Pergola et l'inspection. Et dans la continuité de mon projet professionnel, mais avec une nouvelle orientation. Parce que de chez moi, j'alternais vraiment les deux langues sans pour autant prendre du temps pour réfléchir sur la première. Mais une fois là, j'ai vu tout un peuple et un groupe, une communauté qui se bat pour préserver, pour promouvoir une langue. Et cela m'a donné à réfléchir sur ma propre langue aussi. Et j'ai compris que ça, si je l'ai aujourd'hui, je peux la parler oralement, je peux un jour la perdre si je ne fais rien pour préserver cette langue. C'est ce qui fait que je m'engage actuellement dans le sens du bilinguisme, du plurilinguisme en général, pour parler de la conservation de cette diversité. Cela m'a amené à faire une étude exploratoire sur l'acquisition, par exemple, de la langue corse, et à partir d'un corpus de mots en langue corse, que je retiens un à un, zitelou, et puis j'ai, par exemple, le mot qui me fait, que je répète souvent, sans cette, c'est Zourela, je n'arrive pas, qui veut dire sœur, et fratelou, il y a tous ces petits mots, un à un, qui vont faire partie aussi de mon vocabulaire, même si je ne peux pas, pour le moment, de façon très structurée, formuler une phrase. Le béyaba, je connais, à Doumane, à demain. Donc, j'apprends aussi en étant en contact avec les autres. Et en travaillant avec ces élèves sur ces mots, j'ai pu rentrer dans le cadre théorique de l'enseignement bilingue pour comprendre le fondement, pour voir comment ça se passe. Parce que mon pays est dans cette perspective de valoriser cette pratique plurilingue dans une société multilingue. Je vais exprimer mes impressions et je vais vous le traduire après. Msambis ning hinkila de mam yesu no mame maman ton wa université de Corté ti université nkane mam pama bangram passé bangati boy ti mam ya soba mam pataka ba nyinda yi mam toka gadanye la mpake msura ndir ni bataba me donc ya tile titon tumne taba na yile titon guama buda guama ni tenkimsa buda guama fa kilam panetaba na taba. Donc je disais que je suis
fière, je suis contente d'être à l'université de Corté parce que le milieu m'a imprégnée de beaucoup de choses. J'ai appris et j'ai compris qu'il ne faut vraiment pas laisser tomber ce qu'on est, notre identité. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut rester fermé à l'identité de l'autre. Donc, il faut travailler en synergie pour tirer profit de toute cette diversité. En somme, c'est ce que j'ai dit dans ma langue. C'est un habit traditionnel et comme l'occasion aussi est exceptionnelle, la tenue aussi est exceptionnelle. Et c'est un habit traditionnel qui représente le Burkina Faso en habit vestimentaire. La composition, effectivement, est sûrement bien calculée et ça a été sûrement un élément culturel, traditionnel et qu'on essaie de perpétuer. Et même si, des fois, bon, c'est plus les tisserands qui le font, c'est d'autres usines qui le fabriquent, mais c'est un habit culturel représentatif vraiment du Burkina Faso. Voilà. Et le pagne, il s'appelle Gangla Pelra. Et ça, c'est ce qui est fait en fil. Et ce tissu, c'est Liulita 7D de Maka. Donc, ça donne une autre information. Voilà. Et qui identifie le Burkina Faso. Le Gangla Pelra identifie beaucoup plus l'ethnie Mossi. Et les Samo aussi ont leur pagne traditionnel. Et les autres ethnies aussi, selon le mixage, on reconnaît ce pagne vient de quelle ethnie. Donc, mais maintenant, avec le brassage et tout, toute femme qui se dit burkinabé doit en avoir.